Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en live ce matin. Bienvenue ici dans cet auditorium pour ceux qui sont en présentiel avec nous. Merci donc d'être avec nous. Vous pourrez, vous qui nous suivez en direct et naturellement, au-delà des journalistes présents ici, eh bien, poser vos questions via le chat et nous prendrons un temps pour répondre à ce qui nous rassemble ce matin, cette conférence de presse pour la nouvelle édition de l'Observatoire des Frontaliers. L'Observatoire des Frontaliers est réalisé par le Crédit Agricole des Savoies, conjointement avec le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Franche-Comté, Crédit Agricole Alsace-Vosges et le groupement transfrontalier européen. Quelques mots d'histoire, si vous me le permettez. Initié dès 2015, cet observatoire des frontaliers vise à étudier des besoins quotidiens de la population frontalière résidente en France. Cette étude a été réitérée pour ceux qui étaient déjà avec nous en 2018. En 2022, troisième édition, nouvelle édition de cet observatoire des frontaliers qui va révéler, vous le verrez, de véritables informations socio-économiques, reflet des préoccupations quotidiennes, un panorama particulièrement précis de Genève jusqu'à Bâle sur l'ensemble des zones du territoire qu'occupe le Crédit Agricole, puisque vous le savez, une banque proche des territoires. À mes côtés, pour ouvrir cet événement, Olivier Balima, bonjour tout d'abord. Vous êtes directeur général adjoint au Crédit Agricole des Savoies. Sur ce territoire singulier, finalement, on va le voir, les spécificités sont finalement plurielles. Quelle est la démarche et pourquoi avoir troisième édition, lancé cette nouvelle étude? Olivier. Bonjour Sébastien, merci. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, avant toute chose, avant de répondre à la question, je voudrais dire le plaisir que j'ai à prendre la parole pour la première fois en tant que directeur général de cette caisse régionale que j'ai rejoint il y a peu de temps, la caisse régionale des Savoies, et prendre la parole sur ce sujet des frontaliers dont je mesure que c'est un sujet extrêmement spécifique, atypique et donc propre à ce territoire de la Savoie, mais également à celui des autres caisses régionales qui nous sont associées. Alors maintenant, pour répondre précisément à la question, c'est un observatoire qui donne à nos caisses régionales et à tous les acteurs des territoires qui sont les nôtres, mais aussi de la Suisse, les clés pour comprendre qui sont ces travailleurs frontaliers, comment ils vivent, comment ils s'insèrent dans le tissu social des deux côtés du territoire, de la frontière. Et donc en matière de méthode, vous l'avez dit, c'est la troisième fois que nous le faisons. C'est une enquête qui a été menée auprès de 1000 frontaliers. Et comme c'est la troisième fois que nous le faisons, nous avons maintenant une profondeur historique qui nous a permis de développer une certaine expertise et une meilleure compréhension des spécificités de cette population. Et nous espérons que ça sera donc utile et intéressant pour tous les acteurs qui seront destinataires de cet observatoire. Et un point important également, donc ce sont des habitants de nos territoires, donc c'est important qu'on les connaisse, qu'on comprenne leurs besoins bancaires, assurantiels, qu'on comprenne aussi leurs besoins en termes d'immobilier, pour mieux y répondre. Donc voilà l'objet de cette étude, voilà la méthode, et c'est la troisième fois que nous le faisons, donc nous pensons que nous commençons à mieux les connaître. Que représentent finalement les travailleurs frontaliers à votre échelle ? Eh bien, pour le seul territoire, par exemple, de la Haute-Savoie, c'est 90 000 habitants, donc c'est matériel. C'est 16% de la population active, 23% des actifs salariés. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de majeur pour le territoire. Et comme c'est en plus une population qui croît significativement, elle a triplé sur les 20 dernières années. Elle va encore doubler sur les 10 années à venir. Donc c'est aussi des opportunités importantes au plan économique pour nos territoires, des opportunités de développement démographique pour nos territoires. Et donc nous devons durablement accompagner ces populations. On abordera différentes thématiques tout au long de cette matinée. Nous le savons, alors quand je dis vous êtes le Crédit Agricole, puisque 4 caisses régionales sont rassemblées. Permettez-moi cette question, pourquoi une banque s'intéresse finalement et réalise une étude comme celle-ci ? Écoutez, les destins de nos territoires et nos destins sont totalement liés.
si nos territoires vont bien, nous allons bien, et s'ils vont mal, nous allons mal. Donc il est important de comprendre ce qui se passe sur nos territoires, et bien sûr, il est important de comprendre ce qui se passe pour les populations de nos territoires. Donc ça, c'est le fondement du modèle mutualiste. Nous sommes en proximité pour cette raison-là. Et donc c'est naturel pour nous de bien comprendre ce qui s'y passe. Et puis je tiens à rappeler quelque chose qui nous paraît également important. Ce sont des frontaliers, mais avant d'être des frontaliers, ce sont des habitants comme les autres de nos territoires. Donc nous devons les traiter avec le meilleur égard. Les frontaliers, des habitants comme les autres. Merci Olivier Balima pour ces quelques mots d'introduction. Je vous laisse le soin de rejoindre votre place. On se reverra donc, comme je le disais en introduction, pour les questions-réponses avec l'ensemble des intervenants de cette matinée. Merci. Première thématique sociodémographique, et on accueille Claudio Boltzmann. Bienvenue Claudio en direct avec nous, docteur en sociologie à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Quelques mots justement, et ça a été fait à l'instant par Olivier Balima, rappel sur cette méthodologie qui est la même depuis 3 éditions. Enquête réalisée du 2 au 22 février 2022 par téléphone, selon la méthode de quota par un institut de sondage indépendant, on va le citer, Ipsos. Elle se base sur un échantillon de 1001 individus interrogés, résidant en France, travaillant en Suisse naturellement, et répartis sur les territoires frontaliers. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez sur cette enquête sociodémographique? Peut-être s'intéresser d'abord à la répartition par sexe, par âge, voir quelques éléments qui vont vous démontrer dans quelques instants que tout cela a évolué, mais pas trop de teaser. Quels éléments vous mettez en avant? En tout cas, tout d'abord, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, il y a des choses tout à fait intéressantes dans ces résultats. On voit tout d'abord que les frontaliers sont majoritairement de sexe masculin, nettement presque plus de 2 tiers des hommes et un petit tiers des femmes. Et la place des femmes tend à diminuer par rapport à la première enquête qui a été faite en 2015, où elles étaient 38%. Mais si on regarde sur les groupements transfrontaliers européens, on observe une proportion de femmes un peu plus élevée là, chez ces groupements. Sur ce groupement. Et on voit aussi une répartition par âge, plutôt entre 40 et 54 ans. Voilà, des enseignements. Et là, on le verra, et vous nous expliquerez certainement pourquoi on a vu ces évolutions. Peut-être s'intéresser maintenant aux nationalités, aux catégories socio-professionnelles, également aux situations familiales, en découvrant ensemble les nationalités, principalement, vous allez le voir, nationalité française. Une grande majorité, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque il y a plus de 12% de Suisses. Donc, et ça, c'est une légère augmentation par rapport aux années précédentes. Et puis, il y a des binationaux aussi qui sont bien représentés. Donc, mais c'est clair que comme on est en France, la grande majorité, c'est des personnes de nationalité française. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 56% de personnes frontalières occupent des postes plutôt d'employés ouvriers, mais 44% occupent des postes de cadres, donc c'est SP+, comme vous le voyez dans les graphiques. Cela veut dire que finalement, il y a une proportion très importante de personnes très bien formées parmi les frontaliers. Et si on regarde les données du groupement transfrontalier européen, la majorité sont même CSP+. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 2 premiers résultats qu'il faut noter, c'est on voit bien le frontalier devient de plus en plus un homme, si on doit faire son portrait type, et il est de plus en plus finalement CSP-. Des évolutions assez majeures. Comment on explique ces évolutions? Bon, je dirais que d'une part, beaucoup de frontaliers sont en couple. Ils sont mariés. Ils sont mariés en couple. Même ceux qui ne sont pas mariés sont en couple. Ils ont en tout cas un enfant en général. Et puis, ils ne veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a une partie du couple qui travaille en Suisse et une autre en France. Et visiblement, la répartition la plus typique, c'est que les hommes vont travailler plus en Suisse et les femmes restent en France pour des questions, d'une part, de garde des enfants aussi, une répartition relativement traditionnelle de qui s'occupe de la garde des enfants au niveau de genre. C'est un des aspects qui peut expliquer cette différence entre hommes et femmes. Aussi,
c'est une question du marché du travail. Peut-être aussi, ça dépendra beaucoup aussi de l'évolution du marché du travail. Si le secteur tertiaire va se développer, si le télétravail prendra une place plus importante, probablement qu'on aura une augmentation. On aura une augmentation des femmes à ce niveau-là. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la plupart des frontaliers qui arrivent travailler en Suisse ont déjà une expérience, parce qu'il y a très peu qui ont moins de 30 ans et très peu qui ont plus de 45 ans. Exactement. Et il faut, pour pouvoir travailler en Suisse, avoir une certaine expérience professionnelle et la faire valoir au niveau du marché du travail suisse. Quelles évolutions sont à prévoir à l'avenir sur cette thématique socio-démographique? Vous l'avez dit, ça dépend notamment de sujets comme le temps de travail et la capacité de passer une partie de son temps à la maison. Mais au-delà de ça, on parlait en introduction que démographiquement, avec Olivier Ballima, on allait doubler encore de population frontalière. Où va-t-on s'arrêter? Oui, déjà, on voit qu'en Suisse, par exemple, actuellement, il y a un besoin de main-d'œuvre d'environ 100 000 personnes, et certainement ces besoins vont augmenter à l'avenir. Et donc, il y aura une demande supplémentaire de travailleurs frontaliers si on ne trouve pas cette main-d'œuvre en Suisse. Mais donc, elle est déjà valable aujourd'hui sur le territoire français, avec un bon nombre de métiers qui sont à pourvoir dans différents secteurs. Tourisme, transport, on parle de plus de 330 000 personnes dans des secteurs comme l'hôtellerie. Où va-t-on s'arrêter si on manque de travailleurs ici et de travailleurs en Suisse? Que va-t-il se passer? C'est clair qu'il va y avoir des tensions importantes pour recruter des travailleurs à l'avenir entre les différents pays européens, parce qu'on observe qu'avec la situation actuelle, on ne forme pas assez de personnes, il n'y a pas assez de naissances non plus dans les pays européens. Donc la question, c'est un enjeu majeur d'avenir, où on va trouver les personnes nécessaires pour faire fonctionner le marché du travail. Merci Claudio Boltzmann pour ces explications sur cette thématique sociodémographique. On va maintenant justement parler d'emploi et d'entreprise avec Gabriela Taricone. Et donc on accueille sur cette scène Gabriela Taricone, responsable du service emploi du groupement transfrontalier européen. On vient de parler d'emploi à l'instant. Justement, on va découvrir ensemble quel est le profil. Alors quel est le profil ? Regardons tout cela avec les slides magnifiquement préparés, avec les résultats de cette enquête. Une enquête que vous pourrez naturellement télécharger. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Alors, le niveau de diplôme, déjà. Alors déjà, je ne suis pas du tout étonnée par justement les résultats de votre enquête, car le travailleur frontalier est traditionnellement un travailleur qualifié, fortement qualifié. Avec de l'expérience, on l'a dit. Avec de l'expérience, tout à fait. Donc pas du tout étonné par ces données qui prouvent que que la majorité des frontaliers possèdent un diplôme d'études supérieures. Les cantons, Genève, c'est pas étonnant, là encore. Tout à fait. Alors, je voulais juste terminer par rapport aussi au profil, tout court au profil du frontalier, pour faire le lien aussi avec d'autres résultats de votre enquête que je trouvais très intéressants par rapport à la maîtrise aussi de la langue. La maîtrise de la langue. Des langues étrangères. C'est un frontalier, c'est un travailleur qui, évidemment, la plupart des travailleurs parlent la langue française. On étudie les frontaliers franco-suisses, donc ceux qui résident en France et qui travaillent en Suisse, donc ce n'est pas du tout étonnant. Mais ce n'est pas non plus étonnant le fait que pratiquement la moitié de ces frontaliers parlent également la langue anglaise. Il y a 3 langues principalement parlées par les frontaliers, le français, l'anglais et l'allemand. Donc effectivement, les recruteurs en Suisse recherchent du personnel qui maîtrise les langues étrangères. Donc je ne parle pas de compétences linguistiques, mais carrément de l'utilisation professionnelle de ces langues sur le lieu du travail. Le fameux fluent. Voilà, donc, et pour revenir, vous avez parlé également des cantons. Oui, effectivement. Donc, la plupart des frontaliers qui habitent en France travaillent dans le canton de Genève.
tout frontalier confondu, on a carrément 90 000 frontaliers qui travaillent à Genève sur à peu près 150 000. Donc c'est quand même un canton qui est très représentatif. Ça, c'est clair, avec après le canton de Vaud, qui est un canton depuis quelques années très, très dynamique. Donc, ce qui explique aussi ces chiffres. Regardons les secteurs porteurs, si vous le voulez bien, parce qu'il est intéressant de connaître le niveau de diplôme. Mais dans quel secteur, finalement, les frontaliers travaillent ? Alors, traditionnellement, le secteur porteur par excellence est le secteur de la santé, celui de la santé. Nous avons même enregistré à peu près 30% d'augmentation du nombre d'offres d'emploi dans ce secteur depuis 2015. Aujourd'hui, en plus, c'est un secteur qui doit faire face et qui est confronté à l'enjeu démographique du vieillissement de la population. Donc, qui dit vieillissement de la population dit aussi augmentation du besoin en termes de soins et donc du besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs, ça c'est évident. On estime pratiquement un besoin de 70 000 soignants complémentaires d'ici 2029, donc comme je dis toujours, d'ici demain, parce que 2029, c'est pratiquement... 70 000 soignants. Tout à fait. Et en sachant également que la santé, mais tous secteurs confondus, doivent aussi faire face à un autre enjeu démographique très important, celui du départ à la retraite des baby boomers. Ouais. Donc on a estimé un déficit de 330 000 travailleurs d'ici à partir de 2029. Un autre secteur intéressant en termes de propositions de postes est celui de l'informatique. Les raisons sont évidentes. Alors, on recherche surtout du personnel très qualifié, hautement qualifié. Big data et ainsi de suite, ingénieur. Exactement. Pour faire face à la digitalisation assez accélérée des entreprises, il suffit de voir ce que nous avons vécu avec le confinement, clairement. Donc avec le développement aussi du télétravail comme nouvelle pratique de travail justement. La problématique également de la sécurité des données et aussi l'explosion des ventes en ligne. Donc c'est un secteur évidemment porteur et là on estime un besoin de à peu près 35 000 effectifs aussi à partir de quelques années. L'autre secteur que vous avez, que les personnes interviewées ont évoqué, ce sont des secteurs qui sont par contre un peu plus sensibles aux fluctuations de l'économie, de la conjoncture économique. Donc voilà. Ouais. Cela dépend de la situation actuelle. Exactement, et des évolutions, notamment avec les situations géopolitiques. Exactement. Et les situations d'inflation que l'on connaît toutes et tous naturellement. Dernier point peut-être avant de terminer avec une question, c'est la taille de l'entreprise. Important aussi de voir quelles sont les natures d'entreprises qui recrutent. Là encore, eh bien, on le voit, des grandes entreprises et principalement des CDI, même si le contrat à durée indéterminée en Suisse n'est pas tout à fait le même que l'on connaît sur le territoire français. Tout à fait. On parle de personnel qui est embauché comme fixe ou temporaire. C'est ça. Et la nature du CDI, évidemment, n'est pas du tout la même. Le code du travail n'est pas comparable à celui qui beaucoup moins volumineux. Tout à fait. Beaucoup moins, je dirais. Et effectivement, beaucoup de frontaliers s'adressent et postulent à des multinationales, des grandes entreprises. Après, on conseille toujours au niveau du service emploi, il ne faut pas oublier que le tissu économique suisse, il est quand même caractérisé par un bon nombre de petites et moyennes entreprises. Donc, il ne faut pas négliger cette piste lorsqu'on recherche un emploi en Suisse. Dernier mot, est-ce que finalement, ces résultats vous obligent, vous, groupement transfrontalier européen, à modifier la manière dont vous accompagnez les frontaliers ? Alors, notre mission reste toujours la même, demeure celle de sensibiliser, informer le candidat frontalier qui nous sollicite aux spécificités du marché de l'emploi en Suisse. Car en tous les cas, le candidat frontalier doit être un candidat avisé, préparé, et doit donc comprendre qu'il est en train de candidater, de postuler à l'étranger. Donc, il faut surtout qu'il fasse cet effort d'adaptation de ses démarches de recherche d'emploi à la Suisse. Et donc, il faut vraiment répondre aux attentes du recruteur suisse, qui ne sont pas forcément les mêmes que les attentes d'un recruteur français. Donc, notre travail se décline vers cet objectif. Finalement, on n'envisage pas d'aller travailler en Suisse sur un coup de tête, ni que pour le salaire, si je puis me permettre.
Exactement. Il y a une culture du travail qui est différente, dont il faut tenir compte. Et les personnes qui nous suivent le savent. Hein. C'est vraiment un leitmotiv pour le service emploi du groupement transfrontalier, d'où la nécessité, quand un candidat en recherche d'emploi en Suisse, de venir nous solliciter. Nous sommes heureux de pouvoir l'accueillir avec des rendez-vous individuels, avec des ateliers, des webinaires pour pouvoir expliquer tout cela. Merci beaucoup Gabriela pour cette intervention sur cette thématique ô combien intéressante de l'emploi. Et on va maintenant passer à une autre thématique qui fait souvent débat et qui interpelle tout le monde, la thématique des transports. Et pour ce faire, je vais demander à Éric Martin de me rejoindre. Bonjour Éric, vous êtes directeur général adjoint au Crédit Agricole Franche-Comté. Cette thématique, je le disais, qui crée souvent le débat, qui crée des inquiétudes dans toutes les régions frontalières. Mais les données sont intéressantes, celles que vous allez partager avec nous, notamment. Quels enseignements majeurs, d'ailleurs, vous souhaitez partager avec nous ce matin? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Effectivement, on peut retenir peut-être deux grands enseignements en matière de transport de cet observatoire. Le premier, et je pense que ça ne surprendra personne, c'est un allongement de la distance entre lieu de travail et lieu d'habitation. Donc, allongement de cette distance. Aujourd'hui, c'est près de 51%, donc un peu plus de la moitié des frontaliers qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail et 22% à plus de 50 km. Et ça, c'est une évolution sensible par rapport aux enquêtes et à l'observatoire que l'on avait fait en 2015. Évidemment, cet allongement de la distance s'accompagne aussi d'un accroissement des durées de transport, et qui est un enjeu important. Et donc, c'est 32% aujourd'hui des frontaliers qui passent entre 30 et 45 minutes de transport, et c'est plus de 44% qui sont au-delà de 45 minutes. Et ça, c'est un accroissement d'à peu près 10 points depuis 2015, donc une évolution très sensible. Donc premier point, accroissement des durées et des distances. Et puis deuxième dimension en matière de transport, par contre, c'est une très grande stabilité en matière de moyens de transport, puisque la voiture reste extrêmement majoritaire, hégémonique quasiment, avec, que ce soit en covoiturage ou seul, c'est 92% des frontaliers qui utilisent leur voiture. Le covoiturage est significatif, 18%, mais reste malgré tout limité. Et puis, les transports en commun représentent, donc entre le bus, le tram, le train et le bateau, c'est 15% des frontaliers qui utilisent ces transports en commun. Oui, et là, c'est qu'un point de plus, finalement, que depuis 2015, alors qu'il s'est passé 7 ans, qu'il y a eu beaucoup d'informations sur ces sujets. Finalement, ça a peu évolué. Au-delà de ces durées qui augmentent, on l'a vu, on est capable de beaucoup plus allonger son temps en voiture, au final, pour aller sur son lieu de travail. On a l'impression, et pardon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans les modes de déplacement. Donc effectivement, on constate cette stabilité des moyens de transport. Pour autant, on sent qu'il y a une vraie sensibilité à évoluer vers notamment des moyens de transport plus durables, puisque 70% des frontaliers expriment être prêts à utiliser des transports plus écologiques. Et puis, 45% se disent prêts également à passer à l'acte en termes de covoiturage ou à accentuer le recours au covoiturage. Alors on sait bien qu'entre les intentions et puis la réalité et le passage à l'acte, il peut y avoir un peu d'écart, et il y a effectivement des freins, et notamment il y en a un qui est cité dans l'observatoire, c'est que plus de 40% des contraintes horaires des frontaliers concernant leur transport sont dictées par les contraintes de l'entreprise. Et donc évidemment, la souplesse de la voiture, on la comprend bien. Pour autant, il y a des éléments majeurs qui vont par contre accentuer cette évolution. Bien évidemment, la hausse du prix du carburant va avoir un impact. La mise en place d'infrastructures additionnelles. Alors, sur le bassin genevois, les nouveaux moyens mis à disposition recueillent l'assentiment de 9% des frontaliers. Ça n'a pas suffi pour déformer et ça reste malgré tout peut-être un peu limité. Mais on voit bien que ces infrastructures quand même font bouger progressivement. Et puis il y a un dernier élément
c'est le télétravail, dont la période Covid a entraîné une accentuation, et je crois qu'on y reviendra, mais 22% des frontaliers aujourd'hui recourent à une ou plus journées de télétravail. On le voit, à l'instant, vous venez de le dire, il y a ces intentions de faire plus de covoiturage. Comment vous, banque régionale, caisse régionale au pluriel, vous pouvez faire quelque chose et aller dans le sens de cette transition écologique, énergétique? On le sait, en tant que banque mutualiste, vous intervenez sur tous les volets de la responsabilité sociale et environnementale dans chacune des caisses régionales, mais quelle est votre mission sur ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Alors effectivement, c'est au cœur de notre engagement sociétal. Alors on peut agir sur plusieurs plans. On peut agir pour accompagner les clients qui veulent évoluer vers des transports plus écologiques et plus responsables. Et donc là, on a tout un tas de solutions de financement, que ce soit du crédit, de la location, du leasing. On peut également accompagner les projets d'infrastructure, soit en direct, soit via les filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole. Et puis, là, on a aussi une mission d'information par le biais de nos conseillers, par le biais des partenariats qu'on a, notamment avec le groupement transfrontalier européen. Et voilà. Et on a une mission importante d'incitation et d'explication vis-à-vis de l'ensemble de nos clients. Et puis également des pouvoirs publics qui, s'ils ont des projets, peuvent venir vous voir, j'imagine. Parce que s'il n'y a pas de projet sur vos bureaux, il est difficile de les financer. Et finalement, il faut des porteurs de projets et on est là pour les accompagner. Très bien. Merci beaucoup, Éric Martin, pour votre intervention. Vous serez avec nous dans quelques minutes. Je le rappelle, vous pouvez poser vos questions en direct via le chat. Et puis, on prendra naturellement quelques questions dans la salle à l'issue de cette conférence et de la présentation des différentes thématiques. Merci beaucoup, Éric Martin. Autre thématique désormais, on va parler de logement et on découvre ce thème avec Vincent Steinhauser. On va prendre la direction de Strasbourg, normalement, les joies du live en duplex avec Vincent Steinhauser qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en direct. Vous êtes directeur de la distribution et multicanal au Crédit Agricole Alsace-Vosges. On va parler du logement. Vous ne pouvez être avec nous en direct puisque votre agenda est, comme on le sait, dans toutes les caisses régionales, dicté aussi par un bon nombre de conseils d'administration. Donc vous ne pouvez pas être avec nous ce matin, mais vous allez nous parler de cette thématique ô combien importante. Quel est le portrait type, Vincent, d'un acquéreur? Alors, le portrait type d'un acquéreur. Alors, en complément de la présentation qui a été très complète de Claudio, de Gabriella sur les éléments sociodémographiques des frontaliers, je vais juste préciser 3 points. Tout d'abord, vous devez le voir sur le visuel qui est projeté, les porteurs de projets sont jeunes, avec 45% d'entre eux qui ont moins de 30 ans, 41% qui ont entre 30 et 40 ans et seulement 15% qui ont plus de 40 ans. Après, le deuxième point que je peux préciser, c'est que le fait de travailler sur Suisse a, comme en 2015, un impact positif sur l'accession à la propriété. 33% des frontaliers étaient déjà propriétaires en 2022, avant de venir sur Suisse, contre 32% en 2015. Et puis, ce qu'on peut ajouter, c'est que 80% de nos clients sont propriétaires, contre 60% au niveau national, et nous disent par ailleurs être très satisfaits de la qualité de vie offerte par leur lieu de résidence actuel. Quel type de projet, Vincent, vous accompagnez dans la durée? Alors, en tant que banquier leader sur nos territoires, près de 4 projets sur 10 sont financés au Crédit Agricole et, comme je le disais précédemment, 80% de nos clients frontaliers sont propriétaires. Quand on regarde ces chiffres-là, donc 7 frontaliers sur 10 vivent en maison et sont pour la plupart propriétaires de leur logement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que 25% des répondants à l'enquête ont réalisé cette acquisition pour moins de 200 000 euros, 30% pour un montant compris entre 200 et 300 000 euros, près de 35% pour un montant compris entre 300 et 500 000 euros,
et près de 10% pour un montant supérieur à 500 000 euros, contre 18% des adhérents du GTE. Ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a naturellement des frontaliers dont la résidence principale est principalement une maison quand on vit sur le territoire. Il y a par contre une problématique qui va se poser dans quelques instants, dans quelques mois ou quelques années. C'est cette problématique de la rénovation des logements dans le cadre des nouvelles réglementations énergétiques. Finalement, ça ne fait pas partie intégrante de cette enquête, mais ça sera une obligation sur un bon nombre de logements. Comment allez-vous accompagner cette transition ? Alors, peut-être si nous regardons les perspectives, on le voit là sur le visuel qui est projeté, avant d'aller sur le sujet de l'accompagnement des transitions environnementales et énergétiques. Déjà, nous, en tant que banquiers, nous pourrons être que ravis de constater que nous allons avoir des projets à financer, puisque 32% des clients interrogés ont un projet d'investissement immobilier dans les 2 prochaines années. Et comme le disait Olivier tout à l'heure, le nombre de frontaliers devrait doubler dans la décennie à venir, donc ce qui est très prometteur. Et effectivement, comme vous le dites Sébastien, en ce qui concerne le sujet de l'accompagnement des transitions environnementales et énergétiques qu'évoquait à l'instant Eric, eh bien en effet au Crédit Agricole et dans nos 4 caisses régionales, nous positionnons l'accompagnement de ces enjeux autour des transitions comme un axe majeur. Alors bien entendu, cela passe par le financement des projets de nos clients, mais aussi des réflexions sur notre rôle d'agrégateur de solutions, finalement, en mettant en relation nos clients avec des professionnels. Et puis, Sébastien, puisque pour finir sur le sujet du financement, il y a un point qui est intéressant aussi de constater sur le sujet du financement des logements de nos frontaliers, c'est que globalement, les frontaliers ont principalement eu recours à une banque située en France pour financer leur achat immobilier. Et lorsqu'il y a eu un prêt, eh bien, le choix de la devise utilisée, c'est presque autant porté sur l'euro que sur le franc suisse ces dernières années. Et pour financer ces projets, eh bien, les frontaliers envisagent majoritairement de constituer leurs prêts en euros et de recourir à une banque située en France, ce qui est de très bon augure d'ailleurs pour nous. Cependant, les membres du GTE sont plus enclins que les clients du Crédit Agricole à recourir à une banque suisse. Et donc, nous, en tant que Crédit Agricole, eh bien, on ne peut que se réjouir que les frontaliers nous sollicitent pour leurs projets d'acquisition ou de rénovation. Juste une question sur ce sujet, naturellement, de la transaction. On le sait qu'il y a des risques à faire des frais en devise. Tout le monde le sait. Ça veut dire quoi? Que les acquéreurs sont plus prudents ou pas? Alors, en fait, il faut le ramener au contexte de taux bas dans lequel nous sommes, dans lequel nous avons été particulièrement ces dernières années. Donc, cela explique que nos clients frontaliers aient eu recours majoritairement aux prêts en euros. C'est plutôt le contexte de taux qui va guider le choix de nos clients qui ont toujours l'alternative entre un financement en euros ou en francs suisses. Vincent, vous restez avec nous pour les questions jusqu'à la fin de ce rendez-vous pour les questions-réponses. Merci de rester en duplex donc avec nous. Et on va maintenant passer à une autre thématique, à 2 thématiques ô combien importantes, consommation, épargne et prévoyance. Et j'accueille Lionel Fassard. Bonjour Lionel, directeur marketing, communication, assurance, épargne au Crédit Agricole des Savoies, pour être précis. On débute avec la consommation et l'épargne. Fait marquant tout d'abord en termes de dépenses. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux également qui nous suivent à distance. Alors l'effet marquant sur les dépenses, ce que l'étude nous montre, c'est que les dépenses en euros pèsent plus lourd dans le budget donc, des frontaliers que celles en francs suisses. Et lorsqu'en fait il dépense en francs suisses, le frontalier, c'est plutôt des dépenses qui sont allouées globalement à l'alimentation, et on le verra également à des dépenses de loisirs. Après, on voit bien quand même que dans le document que plus de 90% des frontaliers effectuent plus de la moitié de leurs dépenses en euros.
notamment liées en fait aux dépenses de la vie quotidienne et également sur la partie remboursement du prêt immobilier ou du logement qu'on vient de voir juste précédemment. Quid de la gestion à distance? Comment fonctionne-t-il? Alors, globalement, les frontaliers, à 87%, gèrent leur opération bancaire via une ou plusieurs banques. Une banque souvent en France, une banque également en Suisse. C'est vrai que cette population, elle est séduite par une banque en France, souvent pour la gestion quotidienne, et puis par une banque en Suisse pour le rapatriement du salaire. Ça, c'est sur l'aspect consommation et gestion quotidienne. Sur l'épargne, est-ce que les comportements sont il y a peut-être aussi sur Sébastien, sur la gestion à distance. La gestion à distance. On voit que sur la gestion à distance également, que le Covid, il y a eu un changement d'habitude. Aujourd'hui, il y a une accélération sur le sujet du digital, sur le sujet du à distance. Et on voit que les frontaliers consultent soit le site internet, soit les applications, au moins une fois par semaine. Donc un vrai changement dans les usages. Et puis on a 60% aujourd'hui qui réalisent ces opérations à distance via une application. Et l'étude nous montre également que 29% souhaitent le faire dans l'année qui vient. Dans l'année qui vient. J'en reviens donc à ma question sur l'épargne. Comment épargne-t-on? Alors, on le voit là sur le document, c'est-à-dire que en parallèle, les frontaliers épargnent également davantage en euros. Et les adhérents du GTE, dont on a vu dans l'étude que les salaires sont un peu plus élevés, épargnent des montants un peu plus importants également en euros que ceux qu'on peut constater dans les clients Crédit Agricole. Les frontaliers épargnent plus souvent également en euros, ils sont à peu près 75% à le faire, alors qu'ils sont à peu près la moitié à le faire en francs suisses. Et on voit dans les montants, c'est 70% qui épargnent un peu plus de 500 € par mois, 29% qui épargnent plus de 500 CHF également par mois. Et par contre, le fait marquant quand même, c'est que 44% n'épargnent pas du tout en CHF. Un autre enseignement peut-être qui est à tirer également, c'est celui autour de l'investissement en épargne, tout ce qui tourne autour de l'investissement épargne responsable. Plus de la moitié des interviewés dans l'étude montrent qu'ils connaissent les solutions, mais seulement 17% ont pu souscrire à ce type de produit. Ça nous montre également tout le travail que nous avons, nous, banquiers, à accompagner donc cette clientèle à souscrire de plus en plus ce type de produit. Et justement, quel comportement, quel usage adopter à long terme pour vous? Pour nous, Sébastien, l'étude donc montre que pour un frontalier, on voit que les interactions vont bien au-delà du simple rapatriement de salaire avec le système bancaire suisse. Ces besoins, on le voit, ils ont évolué. Ils ont évolué parce qu'aujourd'hui, le frontalier a besoin de financer différents types d'activités. Alors bien sûr, il y a besoin de se nourrir, donc l'alimentation, mais on voit les sujets de loisirs, de multimédia, d'habillement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on l'accompagne sur tous ces sujets-là. C'est aussi la raison essentielle qu'il y a un peu plus de 20 ans, les 4 caisses régionales se sont fédérées pour créer Crédit Agricole Next Bank. Crédit Agricole Next Bank a aujourd'hui 20 ans. L'idée à l'époque, c'était d'accompagner les frontaliers, de mieux les connaître pour pouvoir justement mieux les servir des deux côtés de la frontière. Autre constat également qu'on peut dire, c'est que la mobilité induite du frontalier fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus appétant à la relation à distance, donc au digital, comme on l'a vu. On voit que le Covid a accéléré ces tendances. Alors, ce n'est pas vrai que pour les frontaliers. Je dirais que c'est même plutôt typé, on va dire, sur les profils urbains, mais ça concerne à peu près tout le monde. Et au Crédit Agricole, on a une stratégie, vous le savez, la stratégie autour de l'agence, une stratégie de proximité. Parce que pour nous, nos agences sont essentielles, mais comme je le dis souvent, ce qui est important, c'est la valeur qu'on donne à l'agence. Donc, c'est le conseil qui est à l'intérieur, c'est l'humain qu'on y met à l'intérieur. Au Crédit Agricole, on parle souvent de 100% humain, 100% digital. Mais tout ça nous fait aussi que notre stratégie passe également par le développement d'outils digitaux.
pour que finalement nos clients frontaliers puissent également contacter la banque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'en fait, ils recherchent toujours plus. Sachez que d'ailleurs, le groupe Crédit Agricole a investi aujourd'hui dans une nouvelle application qui s'appelle Ma Banque et qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est plébiscité. Que ce soit par les clients, on va dire, généraux français, que ce soit par les clients frontaliers. Aujourd'hui, 65% utilisent régulièrement donc, les applications, veulent pouvoir accéder à leur banque quand ils le souhaitent, et 88% globalement sont satisfaits de ces opérations. Je propose de passer maintenant à la prévoyance, si ça vous va. Si vous voulez, mais je peux peut-être encore vous dire un chouïa. Alors rapide. Un chouïa. Vous dire aussi qu'il y a une vraie attente autour du change et autour de l'accès. Et sachez que donc, les 4 caisses régionales ont investi assez fortement dans une application qui s'appelle Mon Change. Une application finalement qui permet pas mal d'avantages, c'est-à-dire d'avoir du change immédiat à cours connu. Et puis aussi de possibilité de mettre des veilles sur le cours. Alors, elle est multidevise, mais elle est essentiellement pour la partie CHF. Et donc, voilà ce qu'on fait au Crédit Agricole pour les frontaliers. Pour les frontaliers. Prévoyance désormais. Oui. Petit jingle et on en parle dans un instant. Autre thématique donc développée, celle de la prévoyance, la retraite, pour le dire autrement. Quelle analyse faites-vous sur ce thème de la prévoyance ? Alors c'est vrai que Sébastien, l'étude nous montre que les frontaliers disent savoir comment préparer leur retraite et affirment bien connaître le système de prévoyance en Suisse. On le voit là, près de 2/3 des frontaliers déclarent savoir comment s'y prendre pour préparer sa retraite et 70% affirment connaître le système de prévoyance en Suisse. Les clients Crédit Agricole s'estiment davantage informés sur les solutions de prévoyance en France et en Suisse que les membres du GTE. Ainsi, les clients Crédit Agricole comptent plutôt sur eux-mêmes, d'ailleurs, pour se renseigner vis-à-vis donc de cette retraite, alors que les adhérents GTE vont plutôt aller compter sur l'association pour avoir un certain nombre d'informations. Seulement 53% s'estiment suffisamment informés sur les solutions de prévoyance en Suisse et en France. Donc on voit encore le travail qui est à parcourir. Après, ce qu'on voit également, c'est que près de 4 frontaliers sur 10 disposent d'une solution de prévoyance en France, ce qui est plutôt un bon taux d'équipement, parce que globalement, lorsqu'on regarde la clientèle active, on est plutôt à 30%, donc on voit qu'il y a un sujet de sensibilisation là-dessus. Après, lorsqu'on regarde la protection, le niveau de protection en termes d'encours est plutôt faible. Parce que globalement, le bon conseil, c'est d'au moins couvrir 2 années de salaire pour pouvoir faire face à tout inattendu. Et on a une proportion, on le voit, un peu comme pour le 3e pilier. Alors, 40% ont un 3e pilier, mais quand on les interroge de qu'est-ce qu'ils souhaitent faire dans les 12 prochains mois, ils ne sont pas très nombreux à vouloir souscrire soit un 3e pilier ou un contrat de prévoyance. Donc il y a encore un potentiel d'équipement qui reste important. Fort de ce constat, justement, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces données? Comment vous allez agir finalement? Alors nous, vous le savez, je pense que le sujet de la prévoyance, le sujet de la retraite sont plus que jamais liés aujourd'hui. La retraite est un vrai sujet de préoccupation pour nous tous. C'est sans doute encore plus vrai pour un frontalier, parce que dans sa vie, le frontalier va cumuler plusieurs régimes. Il va pouvoir travailler en France, travailler en Suisse, faire des allers-retours. Donc du coup, il a des périodes de travail très très différentes. Donc plus que jamais, la retraite, elle est fondamentale et il faut vraiment la préparer. Alors, les données nous montrent qu'il y a encore un vrai chemin qui est à parcourir, notamment dans le conseil patrimonial. Alors, nous, nos métiers de banque, nos métiers d'assurance nous amènent finalement à pouvoir le faire. La connaissance également avec l'appui de Crédit Agricole Next Bank des 2 côtés de la frontière nous permet également de proposer une approche conseil qui soit complète à nos clients frontaliers.
On essaye également avec le GTE de mener un travail, alors sachant que le GTE fait déjà, on le considère un travail remarquable dans l'accompagnement, dans l'acculturation, dans le conseil qui peut être donné, dans les sujets de fiscalité qui sont nombreux. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est d'ancrer dans le temps un programme relationnel qui soit dédié et qui puisse s'appuyer sur les différentes étapes de vie d'un frontalier. On est convaincu que le bon conseil, c'est vraiment de faire le point régulièrement sur le frontalier. Et donc, parce qu'il y a les sujets de prévoyance, il y a tous les sujets qui sont liés également au changement de vie, au moment de vie. Donc, il y a le démarrage de la vie de travail en Suisse. Il y a la résidence principale qui peut être un événement également important. Il y a les naissances. Il peut y avoir un départ en Suisse même s'il est précaire. Donc toutes ces choses-là doivent être intégrées pour, on va dire, amener le meilleur conseil à cette clientèle. Et donc on travaille beaucoup avec le GTE aujourd'hui pour justement former, accompagner nos conseillers à rendre, on va dire, le meilleur service à cette clientèle de frontaliers. La retraite, un sujet qui se prépare et qui sera au cœur des enjeux des prochains mois sur le territoire français et ailleurs, mais également pour les frontaliers. Voilà, accompagner, merci. Permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux solutions. Merci beaucoup Lionel Fassard. On va passer maintenant à la dernière thématique développée ce matin, le salaire avec Dan Chiche. Dans quelques instants, nous nous retournerons vers la salle auprès de nos confrères journalistes pour prendre vos questions, peut-être nombreuses. Et puis vous, à distance, vous pouvez là encore réagir, interagir et poser vos questions. Dan Chiche, vous êtes responsable du service international Crédit Agricole Centre-Est. Bienvenue. Bonjour Sébastien, bienvenue, merci. Sur cette thématique du salaire, quels sont les enseignements que vous tirez principalement ? Alors moi, le premier enseignement que je tire, c'est que cette thématique du rapatriement de salaire, ça reste une thématique importante pour les frontaliers. On a à peu près 3/4 des frontaliers qui rapatrient une part significative de leur salaire en France. C'est logique, mais en tout cas, c'est important de bien noter que ça reste une problématique importante. On constate aussi qu'en termes de moyens pour rapatrier leur salaire, les frontaliers utilisent principalement leur compte en Suisse et un virement de leur compte en Suisse. Et ça dénote le fait que les frontaliers doivent toujours disposer d'un compte bancaire en Suisse pour percevoir leur salaire. On l'a vu, l'Observatoire, ça a été dit il y a quelques instants par Lionel Fassard, nous montre que le comportement des frontaliers évolue. Je prends pour exemple le taux de change, ça fait partie de l'enquête, qui n'est plus uniquement en fait la seule raison pour rapatrier le salaire, ce qui est assez étonnant. Comment vous expliquez cela ? Ouais, c'est intéressant. Sur le taux de change, avant de basculer sur les autres facteurs d'évolution, sur le taux de change, c'est intéressant parce qu'on a 52% des frontaliers qui déclarent prêter attention au taux de change, un taux qui est en augmentation depuis 2015 et depuis l'augmentation de la volatilité du franc suisse. Mais par ailleurs, on n'a que 22% des frontaliers qui déclarent se couvrir du risque de change. Donc on a deux façons de voir les choses. Il y a probablement un effort d'éducation à faire pour encourager nos clients à se prémunir des volatilités du risque de change. Et puis peut-être qu'une partie des frontaliers qui sont des clients avertis souhaitent, sans aller jusqu'au terme de spéculer, mais en tout cas profiter des évolutions du cours de change. Et l'autre enseignement, effectivement, c'est que ce cours de change, il arrive en 4e position. Ce qui est étonnant. On est finalement sur une logique de parcours d'utilisation. On cherche un parcours simple, facile à utiliser pour effectuer ce rapatriement de salaire. Et quelque part, c'est qu'on est vraiment dans une opération de banque au quotidien. Donc, tous les frontaliers ne vont pas aller consulter le cours de change tous les jours, ils vont rechercher une facilité d'utilisation au quotidien sur cette opération. On cherche d'abord le parcours, d'abord l'expérience, quitte à perdre de l'argent, si je peux résumer ainsi. On cherche peut-être à faciliter la vie. Ou en gagner, ça dépend. Le dernier enseignement qui est intéressant, c'est la notion de sécurisation du rapatriement. Et ça, c'est une thématique qu'on voit transversalement sur notre métier bancaire.
où les clients cherchent de plus en plus à sécuriser leur opération. On sécurise les données. Voilà, c'est vraiment un besoin qu'on voit croissant et sur lequel les banques et le Crédit Agricole notamment essayent de jouer un rôle de tiers de confiance pour vraiment sécuriser la vie quotidienne des clients frontaliers. Quel est finalement l'impact de ces changements? Ça a été un peu dit il y a quelques instants par Lionel Fassard, mais quel est l'impact dans vos métiers de ces changements? On le voit, avant on avait des applications où on consultait toutes les minutes le taux de change. Aujourd'hui c'est plus ce qu'on veut, c'est plus que le consommateur, plus que le frontalier souhaite. Forcément, vous envisagez-vous l'avenir d'une manière complètement différente? Alors c'est vrai que Lionel en a parlé. Nous, on cherche à faire évoluer la manière dont on interagit avec nos clients dans une relation omnicanale. C'est-à-dire que le client peut venir en agence pour les opérations qui sont importantes à ses yeux et peut effectuer les opérations en self-care depuis son application mobile. Et ça doit être transparent pour le client. Et ça, c'est vraiment la logique des évolutions d'offres, des évolutions d'applications, des évolutions de parcours collaborateurs en agence aussi, pour que nos collaborateurs soient à même de répondre à nos clients, quel que soit le moyen utilisé pour interagir avec sa banque. Demain, des évolutions d'applications, forcément, d'autres, au-delà de celles qui sont déjà en cours. Ça veut dire que vous allez réfléchir tout le temps dans ces métiers de l'expérience, finalement. Exactement, c'est le grand mot de l'expérience client, de l'UX. Et là-dessus, le Crédit Agricole est très bien positionné parce que, comme le disait Lionel, on a la chance d'avoir une banque en Suisse avec Crédit Agricole Next Bank, d'avoir les 4 caisses régionales. Et donc, on est en capacité, et c'est vraiment ce qu'on recherche, d'accompagner le client frontalier des deux côtés de la frontière pour l'accompagner sur l'ensemble de ces problématiques. Très bien. Vous restez avec moi, Dan? On va demander à Lionel Fassard, Olivier Balima, Claudio Bosman, Gabriela Taricone et puis Eric Martin de nous rejoindre sur scène. Et on va prendre les quelques questions qui seraient dans la salle. On va vous apporter un micro. À chaque fois, je vous laisserai le soin de vous lever, de présenter votre média. Vous connaissez naturellement la manière dont on procède pour les questions-réponses. Première question qui est maintenant posée. Venez sur scène, que l'on vous découvre. Messieurs, dames, bonjour. Christian Lecomte, le journal Le Temps à Genève. 2 questions à vous poser. D'abord, on a parlé de salaire, mais ils ne paraissent pas, les salaires. Est-ce qu'il y a des chiffres sur ces salaires? Le salaire du frontalier, ça nous paraît intéressant. Deuxième question, vous avez annoncé le doublement du nombre de frontaliers d'ici 10 ans. Alors, j'annonce ça dans mon journal, ça va faire beaucoup de bruit. Croyez-moi. Sur quels critères précis vous pouvez annoncer qu'on va doubler le nombre de frontaliers d'ici 10 ans? Si vous avez des précisions à me fournir, ce serait bien. Merci beaucoup. Peut-être sur le sujet des salaires. D'abord, les salaires, on les a, les infos. Je vais vous les donner. Oui, ils sont dans l'étude. Je vous le donnerai. Oui, dans le lien avec l'étude que vous allez pouvoir avoir, on a le détail également de la partie des salaires. Sur la partie doublement, en fait, ce sont plusieurs études, plusieurs chiffres. Alors, je n'ai pas une étude précise à vous donner, mais quand on regarde les prospectives, les évolutions démographiques, le vieillissement de la population, il y a un certain nombre de données qui nous amènent à dire qu'à un horizon 2030-2035, on voit bien que la tendance aux besoins de main-d'œuvre côté suisse est grandissante, notamment avec le vieillissement de la population. Et quand on fait quelques calculs, on se rend compte que ces frontaliers qui étaient à peu près de l'ordre de 50 000 en 2000, qui sont aujourd'hui à peu près 200 000, on voit bien que les tendances de fond, c'est d'aller vers un doublement d'ici, on va dire, au moins les 10 prochaines années, dans un horizon 2030-2035. Ce sont vraiment des perspectives de tendance lourdes quand on regarde actuellement, d'ailleurs, par exemple, sur le début de l'année, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le post-Covid, on est sur une évolution de 7%. Donc ça veut dire qu'on a rattrapé le niveau avant Covid. On avait connu une année 2020-2021 qui avait plutôt été calme, mais là on est vraiment sur une dynamique qui est très très forte.
Et puis ça fait écho à ce que disait Gabriella tout à l'heure sur les prospectives d'ici 2029 avec les chiffres qu'elle vous a donnés tout à l'heure sur des évolutions dans certains secteurs et le nombre de postes à pourvoir dans les années à venir. Si vous pouvez nous rappeler quelques éléments, 330 000. En fait, on prévoit un déficit global de 330 000 travailleurs d'ici à partir de 2029. Vous pouvez aussi rajouter à ce chiffre le fait qu'en 25 ans, le nombre de frontaliers a doublé et qu'effectivement, aujourd'hui, on est avec un taux d'augmentation annuelle assez important. Donc voilà, ce sont ces éléments-là qui sont assez factuels, qui font prévoir une augmentation importante du nombre de frontaliers. Ça répond à vos interrogations. Et puis sur l'enquête, vous aurez le lien qui vous sera donné à l'issue pour pouvoir télécharger plus précisément toutes les données que vous souhaitez. Une autre question juste derrière pour le Dauphiné Libéré, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour, Sébastien Colson, Dauphiné Libéré. Donc, hormis pour les enjeux commerciaux bancaires, est-ce que ça a vraiment du sens de parler du frontalier en général, alors qu'on sait qu'il y a des sociologies qui sont quand même très différentes entre les régions géographiques? Par exemple, entre la Franche-Comté et le bassin genevois, c'est un grand écart. Est-ce que vous avez une analyse un peu plus fine de ça? Oui, tout à fait. Effectivement, vous avez raison. On parle du frontalier, mais on devrait dire les différentes typologies de frontaliers. Et par exemple, si je parle sur le domaine des transports que j'évoquais tout à l'heure, on voit bien que les distances sont encore bien plus importantes sur l'arc jurassien qu'on ne les trouve ici sur le bassin genevois, et les infrastructures ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, que ça soit en termes de typologie, hein, en termes de catégories socio-professionnelles, où les emplois que l'on retrouve sur le bassin genevois ou sur l'arc jurassien sont également très différents. Donc on a des évolutions qui peuvent différer. Et on a, pour chacune de nos bassins d'emploi, hein, pour chaque caisse régionale, des éléments plus fins qui nous permettent de bien appréhender ces différentes particularités. Et on le verra, et on ne vous apprend rien, Sébastien, qui êtes spécialiste sur la partie transfrontalière, que naturellement, les emplois dans l'horlogerie sont plus importants sur certains secteurs que sur Genève, et ainsi de suite. Et la typologie et la finesse, finalement, de l'étude vous permet d'en savoir beaucoup plus sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Fournier. Excusez-moi. Bruno Fournier, donc journal du bâtiment Rhône-Alpes Toulion, pour la Savoie et la Haute-Savoie. On parlait justement des déplacements, une moyenne, je crois, de 30 km parcourus par les frontaliers. Mais je voulais l'étendre à l'histoire de l'immobilier et du logement, où là, apparemment, on n'a pas eu les chiffres. Savoir s'il n'y a pas un éloignement de plus en plus du lieu de travail. Notamment, je vois en Haute-Savoie, avec les prix, avec Annemasse, bien sûr, où il y a beaucoup de frontaliers, mais aussi jusqu'à Annecy. Et au-delà, maintenant, vu les prix en Haute-Savoie, certains vont jusqu'à la Savoie, en passant par l'Albanais, Albins et Aix-les-Bains. Est-ce que c'est notable dans le sondage? Alors, je laisserai répondre pour la Savoie, la Haute-Savoie, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'arc jurassien, on constate également la même chose. Et effectivement, c'est le prix de l'immobilier qui a un effet très important sur l'éloignement entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. Donc c'est effectivement un élément important. Oui, alors, c'est vrai que quand on regarde sur ce qui se passe sur les territoires de Savoie, effectivement, on voit que petit à petit, le frontalier va de plus en plus loin. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la région du bassin genevois, globalement, c'est pas toujours évident parce que les prix de l'immobilier sont élevés. C'est vrai également sur, on va dire, toute l'agglomération d'Annecy. Donc, on voit que petit à petit, il y a eu Rumilly, il y a eu Frangy, il y a eu Seyssel. Donc, on voit un peu plus loin, voire Aix. Donc, effectivement, on constate. Alors, on n'est pas dans les mêmes proportions, mais on voit bien que le mouvement est d'aller un peu plus loin, justement, pour avoir des prix de l'immobilier qui sont, on va dire, moindres en termes de prix au mètre carré que ce qu'on peut constater sur le nord de la Haute-Savoie. Ce qui augmentera aussi les déplacements à l'avenir, du coup. Ce qui est donc l'un des chiffres qui a été mis en avant tout à l'heure, qui était en 2015, on était à 66% des personnes qui travaillaient à moins de 45 minutes contre aujourd'hui 56%, ça a été dit tout à l'heure. C'est 10 points en fait de différence. Donc ce qui explique bien l'allongement des trajets et donc le fait d'aller sur des territoires nouveaux, engendrant forcément une augmentation des tarifs immobiliers.
Oui, allez-y. Bonjour, Robane Lemaire de l'Essor Savoyard. Je voulais juste savoir si dans l'étude, vous avez des chiffres précis sur des territoires un peu plus précis. Je pense par exemple sur l'Essor, on est sur le Chablais, le Faucigny, etc. Est-ce que vous avez l'évolution du nombre de frontaliers, potentiellement entre la dernière étude et celle-ci? Alors, vu que c'est sur un échantillon représentatif, je ne crois pas. Précisément, c'est sur un échantillon et on n'est pas rentré dans ce type de questions. C'est vraiment sur des données, comme vous l'avez compris, macroéconomiques, socio-démographiques, qui permettent d'en savoir plus. Potentiellement, Gabriela, peut-être au GTE, sur des augmentations par secteur. A priori, ce n'est pas ce qui se dessine dans les tendances économiques. Quand on est sur ce secteur, on voit plus un allongement, en fait, pas forcément dans le Chablais, mais plus une étendue du territoire vers l'Albanais plutôt que dans le Chablais, en tout cas. Dans les terres, en fait. Dans les terres, en fait, voilà. Il y a un petit élément naturel qui ne permet pas forcément... Après, ce qui devrait faciliter finalement également le transport, c'est le Léman Express. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose, on a un outil, alors je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de trains. On voit qu'aujourd'hui, il est utilisé, donc après, il y a sans doute aussi un sujet par rapport au prix, mais on voit que là, on a investi, et je trouve que voilà, personnellement, on devrait pouvoir l'utiliser encore plus, avec plus de fréquence, pour justement être sur de la mobilité à développement durable, quoi. C'était cette thématique développée tout à l'heure, en effet, sur cette notion de transport, avec les fameuses intentions d'aller plus vers la mobilité verte, et qu'il faut que maintenant les intentions se traduisent en réalité. Après, comme je dis toujours, quand on habite à côté des transports publics, le prix augmente. Donc voilà, l'effet aussi éloignement. Donc c'est une réflexion assez importante à mener en termes de la collectivité qui habite ici, en fait, de la population locale. Clairement. Clairement. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, Philippe Claret pour Éco-Savoie-Mont-Blanc. Eu égard à tout ce qu'on vient de dire, doublement probable du nombre de frontaliers dans 10 ans, pression immobilière, pression sur le logement, etc. Et par ailleurs, développement du télétravail. Quelle est l'analyse des banquiers que vous êtes sur ce phénomène? On voit que c'est un sujet qui anime le groupement des frontaliers, nos députés, etc. Augmenter, assouplir en tout cas les règles de télétravail. Est-ce qu'il y a un risque, ou est-ce que c'est une évolution normale de voir le télétravail se développer, et finalement la spécificité du frontalier, si j'ose dire, se dissoudre dans un télétravail qui se démocratise? C'est-à-dire qu'on pourrait travailler en Suisse sans aller en Suisse, quoi. Pour être un peu provoque, hein. C'est plus compliqué que ça, j'ai bien compris. Merci Philippe. Il y a simplement un chiffre qu'on peut reciter, hein, c'est 22% aujourd'hui des frontaliers qui font 1 ou plus de jours de télétravail. Donc on voit que ça laisse encore de la marge, et que la proximité physique, d'ailleurs comme on le constate dans d'autres entreprises, garde son intérêt en termes de cohésion et de dynamique d'équipe. Et puis peut-être juste pour compléter, la spécificité du frontalier pour une banque, c'est qu'il ait des revenus en francs suisses. Et ça, finalement, le fait qu'il télétravaille ou qu'il travaille en Suisse ne change pas cette spécificité. Donc pour nous, je pense qu'on va garder cette attention particulière sur les frontaliers du fait de la nature même de leurs revenus. Pour compléter, enfin... Moi, encore une fois, je viens d'arriver, donc je ne vais pas être l'expert, mais ce que j'ai pu voir dans l'étude, c'est que quand même, il y a une déformation vers des CSP-, dans la population des frontaliers, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément des métiers qui sont télétravaillables. D'accord ? Donc je pense que si on continue dans cette tendance-là, oui, il y a quelques cadres ou des fonctions de service qui vont pouvoir continuer à télétravailler, mais si la masse des frontaliers se déforme vers des CSP-, il est probable que ça s'équilibre. Donc il n'y a pas de déformation majeure à venir. Mais cela dit, c'est un mouvement sociétal qui dépasse largement le sujet des frontaliers. Et plutôt à percevoir comme une opportunité pour les frontaliers d'avoir une meilleure qualité de vie, et pour le territoire d'éviter les problématiques de pollution. Mais c'est ni dicté par leur spécificité, ni une spécificité justement de ces territoires. Et attention quand même, le statut de télétravailleur frontalier n'est pas... C'est pas défini. Donc, c'est pas le moment pour en parler. Non. Je suis pas non plus la personne la plus adéquate pour le faire. Mais attention, hein, ce n'est pas quelque chose qui, au contour précis, bien loin de cela. Y a-t-il encore une question dans la salle? À distance, on était sur les mêmes thématiques que vous avez abordées, sur les mêmes remarques.
S'il n'y a pas d'autres questions, vous pourrez naturellement échanger, là encore, avec l'ensemble des intervenants dans quelques minutes, une fois que ce live sera refermé. Saluer également Vincent Steinhauser, qui était encore avec nous du côté d'Alsace-Vosges. Merci Vincent depuis avec Strasbourg. Plaisir. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Et puis Éric Martin, le mot de la fin vous appartient. Très bien, mais je crois que à la fois la présentation du résultat de l'étude et puis les questions que vous avez soulevées montrent à quel point ce sujet est intéressant, et cette étude, même si elle ne répond pas à toutes les questions, apporte beaucoup d'éclairage sur les comportements, les habitudes et les caractéristiques des frontaliers. Et c'est évidemment essentiel pour nous, en tant que banque Crédit Agricole, pour mieux servir nos clients, de comprendre au mieux leurs besoins et leurs aspirations. Voilà, donc bien évidemment, ça nous incite et ça nous encourage à renouveler à l'avenir cette étude, parce qu'on voit bien que l'appréciation des évolutions est très importante. Et puis, voilà, il me revient de remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette enquête, Ipsos, le groupement transfrontalier européen, les 4 caisses régionales de Crédit Agricole qui ont participé. Remercier tous ceux qui ont participé à cette manifestation et qui sont intervenus aujourd'hui. Et puis, Sébastien, vous remercier, le cabinet... L'agence Pixpocket. Pixpocket, voilà, c'est compliqué à dire, mais... A priori, c'est efficace. L'agence Pixpocket qui a géré les dimensions techniques et puis l'animation de cette manifestation. Et puis, vous remercier tous, en présence ou en distanciel. Merci, et je suis convaincu que cette manifestation vous a intéressé. Merci Claude Bosman, merci Lionel Fassard, merci Gabriel Taricone, merci Éric Martin, merci Olivier Bellima, merci Dan Chiche pour votre intervention. Merci à vous. Le document, le rapport est téléchargeable désormais sur le site du Crédit Agricole des Savoies. Tous acteurs des Savoies. Bonne fin de journée, prenez soin de vous. À bientôt.